Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette séance de webinaire organisée par l'Agence d'urbanisme de la région stéphanoise. Donc, je suis Guillaume Triolier, je suis accompagné aujourd'hui de Daniel Zobel, tous les deux chargés d'études mobilité à l'Agence d'urbanisme. Dans ces séances de webinaire, l'Agence propose de présenter un certain nombre d'études issues des observatoires, issues d'un certain nombre d'analyses et d'en livrer un digest assez rapide à ses partenaires, donc sous cette forme de webinaire. Donc, je vous rappelle à tous les règles de ce type de présentation. Donc, les micros sont coupés pour tout le monde. Les caméras sont coupées pour tout le monde aussi. On va vous faire une petite présentation. On va dérouler une petite présentation d'environ une quarantaine de minutes. Vous pouvez réagir par le chat et on essaiera de s'accorder une quinzaine de minutes en fin de séance pour répondre aux questions qui se posent éventuellement. Voilà, donc je vais aujourd'hui, la thématique, comme vous avez pu le voir, c'est la logistique et les flux de marchandises dans le Sud-Loire. On va vous apporter une synthèse de travaux menés par l'Observatoire, mais aussi de travaux menés par l'agence et en collaboration avec l'agence urbaniste de Lyon pour le pôle métropolitain. Voilà, je vais tout de suite laisser la parole à Daniel. Hop, et je vais... Hop là, voilà. Bonjour à tous. Donc, comme l'a présenté Guillaume, je suis Daniel Zobel, chargé d'études mobilité transport à l'agence. On va vous dresser un rapide panorama de la thématique logistique sur notre territoire, sans rentrer dans le détail. On va commencer par une petite diapositive introductive. Donc, le plus souvent, la logistique et les flux de marchandises sont perçus par le prisme des nuisances, la pollution de l'air, le bruit lié au transport, la perception visuelle que peuvent donner les grandes zones logistiques avec une image notamment de ratio emploi mètre carré qui reste encore un peu faible. Et pourtant, ces fonctions logistiques et de flux de marchandises restent nécessaires, comme le montre cette illustration introductive réalisée et valorisée par nos camarades de l'agence d'urbanisme dans la région parisienne, qui nous renvoie vers nos propres exigences, la volonté de supprimer la circulation des véhicules poids lourds, sans vraiment s'interroger sur les raisons de leur présence, qui peuvent être liées à l'activité économique, la production locale, les livraisons, les commerces et le e-commerce. Donc, comme on l'indique, ces fonctions logistiques et flux de marchandises restent essentielles au quotidien et dans nos territoires. La logistique, c'est l'acheminement des bons produits au bon endroit, au bon moment et à un moindre coût. On peut considérer que la logistique reste une fonction vitale pour les territoires, les entreprises et les habitants. Sans elle, les unités de production, comme on l'indique, ne pourraient pas fonctionner, les matières premières ne seraient pas livrées, les produits ne seraient pas fabriqués, les centres commerciaux ne pourraient pas proposer des produits aux consommateurs, le consommateur ne pourrait pas recevoir ses produits commandés sur Internet, qui nous renvoie à l'explosion du e-commerce notamment, mais aussi tout ce qui est gestion des services après-vente et le transport des marchandises qui sont liées à ce système-là et les déchets ne seraient pas assurés. Alors, qu'est-ce que la logistique? Après avoir donné une définition assez rapide du thème logistique, on peut observer quand même que la logistique, c'est un fonctionnement et un système en réseau. La localisation géographique des lieux de production, des lieux d'extraction, des lieux de consommation, et pourtant tous ces lieux sont reliés entre eux. Un lien qui se réalise soit par des flux d'informations, mais aussi par des flux de marchandises, avec des distances qui sont plus ou moins longues et qui répondent à des stratégies économiques qui restent de la maîtrise du privé et qui peuvent diverger des préoccupations d'aménagement portées par les collectivités et des préoccupations des citoyens. Donc, comme on le voit avec ce schéma qui a été réalisé là aussi par des camarades et le cluster PACA logistique, on s'aperçoit de toute la complexité de ce système-là et des interdépendances entre les différents points et les composantes du système logistique. Alors, on ne peut pas parler de logistique et de flux de marchandises sans parler de mode de transport. Tout le monde a à l'esprit les différents modes avec notamment la grande importance du transport routier. À l'échelle nationale, le mode routier représente à peu près une part modèle de 89%, le ferroviaire à peu près 9% et le fluvial 2%.
de manière conjoncturelle, on peut avoir des variations dans ces taux de représentation, notamment pour le ferroviaire, mais globalement, on constate bien que le mode routier représente quand même la grosse partie du transport de marchandises. Pour donner un peu des éléments de comparaison, à l'Union européenne, on a plutôt un ordre de grandeur de 17% du mode ferroviaire et de 6% du fluvial. Donc, si on a une observation d'une part modale du routier de manière importante à l'échelle nationale, on se doute bien qu'à l'échelle du Sud-Loire, cette part modale reste encore plus marquée. Et les seules alternatives que l'on propose localement, cela reste le transport ferroviaire au regard des infrastructures existantes. Donc, entrons un peu plus dans la partie du Sud-Loire. Donc, contrairement aux territoires comme peuvent l'être la Capie ou l'Est lyonnais, le territoire ligérien n'est pas un territoire avec une image logistique, comme on pourrait le constater, et notamment le poids des emplois logistiques ou de transport est beaucoup moins marqué que sur les deux territoires cités précédemment. Cependant, on observe quand même des flux poids lourds assez importants. Ces flux poids lourds qui s'observent sur l'A72 entre Givors et Saint-Étienne, pardon, entre Saint-Étienne et le Sud-Plaine, et l'A47 entre Givors et Saint-Étienne, où l'on observe à peu près 8000 véhicules, 8000 poids lourds par jour, confirme un peu l'importance de l'activité locale et le mode majoritaire qu'est le poids lourd pour transporter les marchandises. Localement, les grands flux de transit poids lourds restent limités, comme on peut l'observer avec cette illustration assez rapide où on voit que la majorité des flux se concentrent entre Givors et le Sud-Plaine pour le territoire qui nous concerne. Je laisse la parole à Guillaume pour la suite. Oui, alors à propos de ces questions de poids lourds, on a la chance de bénéficier d'une enquête assez récente, qui est une enquête minéralogique qui avait été commandée par l'Adréal sur toute la partie A47, donc avec un cordon étanche entre le nœud de Ternay et l'entrée sur Saint-Étienne. Donc ici, on s'intéresse qu'à la partie poids lourd. Donc sur 7 à 47 dans toute la vallée du Gier. Alors à savoir quand même que cette enquête minéralogique n'a été réalisée qu'entre 6h du matin et 20h. Donc notamment quand on parle de flux de poids lourds, on peut bien penser qu'on en rate un certain nombre. Mais voilà, les grands enseignements de cette enquête, c'est que cette vallée du Gier, c'est à la fois une porte d'entrée, et une artère locale. Alors pourquoi ? Il y a à peu près 13 600 poids lourds différents qui sont repérés sur cette infrastructure pendant une journée classique entre 6h et 20h. Parmi ces poids lourds, il y en a à peu près 43% qui font ce qu'on peut appeler du transit à la vallée du Gier, c'est-à-dire qui rentrent à Ternay et qui sortent au niveau de la RN 88 à Saint-Étienne vers Londaine ou au niveau de l'embranchement à 72. Par contre, sur ces 5900 poids lourds, presque 6000 qui ne font que traverser la 47, entre guillemets, il y en a à peu près 30% qui vont sur une destination Saint-Étienne-Londaine et 70% qui vont vers une destination plutôt vers la plaine, donc qui passe après au niveau de la Fouilleuse. À savoir que parmi tous ces poids lourds-là, il y en a 1300 qui vont seulement, 1100 seulement qui vont au-delà de la plaine. On regardera un petit peu plus dans le détail après cette question-là. Donc ça veut dire, s'il y a 43% qui transitent de la 47, que le pendant, c'est que 57% sont du trafic de poids lourds qui est destiné à la vallée du Gier, à faire vivre la vallée du Gier, les entreprises de la vallée du Gier, les commerces de la vallée du Gier. On peut même aller plus loin, c'est que parmi ces 7600 poids lourds qui sont donc liés à l'activité économique même de la vallée du Gier, il y en a 20%, enfin 21% même exactement, qui font de l'interne vallée du Gier, c'est-à-dire qui rentrent et qui sortent à l'intérieur de la vallée du Gier. C'est de la liaison d'entreprise en entreprise au sein même de la vallée du Gier. Après, sur ces poids lourds-là, il y en a à peu près 30% qui partent en direction de l'ouest et donc vers Saint-Étienne, la plaine, Londaine. Et puis, il y en a quand même la moitié qui part vers l'est et notamment vers la 46, donc qui partent vraiment vers l'est, vers toutes les zones d'activité de l'est lyonnais. Donc avec tout ça, on peut quand même voir que sur cette vallée du Gier, finalement,
Et il y a seulement 8% des poids lourds qui circulent qui sont ce qu'on pourrait appeler du grand transit, du grand bassin de vie stéphanois, c'est-à-dire de toute cette partie sud-plaine, Ondaine, Saint-Étienne, Proche-Haute-Loire. Il y a à peine 8% de ces véhicules qui passent dans cette vallée-là qui font du transit. Et on pourrait même aller un tout petit peu plus loin, c'est que si on agrandissait ce bassin de vie à toute la partie du sud et de l'est lyonnais, à toutes ces zones d'activité-là, en fait, on se retrouve avec moins de 300 véhicules qui feraient vraiment du transit. Donc cette vallée du Gier, c'est pas du tout une artère comme les grandes autoroutes de la vallée du Rhône, où on a du transit international, etc. On est vraiment sur une artère qui est là pour alimenter le bassin de vie stéphanois, la vallée du Gier en priorité, puis le bassin de vie stéphanois. C'est vraiment à la fois cette porte d'entrée, cette artère locale, mais ce n'est pas un axe de grand transit. On revient un peu à la première diapositive, ces poids lourds qui nous embêtent tous, ces poids lourds qui nous embêtent tous dans la vallée du Gier, ils sont là pour le bassin de vie stéphanois, ils ne sont pas là pour venir le perturber. Je vais repasser la parole à Daniel. Donc, on indique depuis tout à l'heure l'importance du transport de routine marchandises à l'échelle nationale, mais surtout à l'échelle locale, comme Guillaume vient de le détailler. Une alternative existe cependant pour l'activité des entreprises, c'est les installations terminales embranchées, donc ces systèmes ferroviaires qui viennent à la porte des entreprises et qui proposent de pouvoir transporter les marchandises dès le lieu de production ou de stockage des marchandises que l'on peut avoir notamment dans le Sud-Plaine ou autour de la zone Molina. Donc, il existe aujourd'hui une base de données qui permet de comprendre un peu comment fonctionnent ces installations terminales embranchées, portée par le CEREMA notamment, qui est une enquête qui a été réalisée pour le territoire qui nous concerne entre 2015 et 2018. Le principe étant d'aller interroger les entreprises pour essayer de comprendre quels sont les flux reçus ou émis par les entreprises et de comprendre un peu les dynamiques attendues sur l'utilisation de ces installations terminales embranchées. Donc, utiliser le mode ferroviaire pour transporter les marchandises, au moins au départ ou à destination finale dans notre territoire. Globalement, on recense 25 ITE sur la partie Sud-Loire et moins de la moitié sont aujourd'hui utilisés. Alors, on a un état des lieux qui est assez hétérogène en termes d'état d'utilisation l'état proposé des ITE, leur utilisation et les volumes de trains que l'on peut comptabiliser quotidiennement ou au moins de manière hebdomadaire. L'intensité la plus forte que l'on a sur ces ITE, c'est un trafic qui peut être supérieur à un train par semaine. Donc on est loin quand même du fonctionnement et de l'intensité qu'on peut observer par ailleurs, et notamment dans le Rhône. Mais cependant, le peu de marchandises qui est transporté par ce mode-là, c'est toujours des poids lourds que l'on ne retrouve pas sur l'A72 et l'A47, qui sont des infrastructures, que je vous le rappelle, si on regarde des chiffres un peu généraux, on a à peu près 8000 poids lourds qui circulent quotidiennement. Donc, on a là un système, une alternative au transport poids lourd qui est proposé. On a un système qui est assez hétérogène en termes de service, en termes de qualité, mais en termes d'usage aussi. Mais c'est toujours un service qui est proposé aux entreprises et qui permet de proposer une alternative opérationnelle pour les entreprises pour transporter les marchandises, sous réserve d'avoir la capacité de pouvoir massifier un peu les flux, ce qui explique aussi la fréquence de passage des trains. Aujourd'hui, parmi ces ITE, on a aussi une information assez intéressante qui est les dynamiques attendues par les entreprises. Et on observe, alors ça, c'est des informations que l'on n'a pas tous en tête, hein, mais on observe quand même qu'on a par exemple, 3-4 entreprises qui annoncent déjà une augmentation du trafic et du volume de marchandises qui sont attendues dans le futur et qui seront transportées via le ferroviaire. Très peu annoncent d'avoir une réduction du trafic, et pour le reste, on a une stabilité attendue du volume de marchandises transportées. Donc, on a des aménagements qui proposent une véritable alternative. Donc, on a quand même un enjeu de maintenir ces aménagements et de valoriser ces aménagements auprès des entreprises pour pouvoir favoriser ce report modal. Une seconde manière
transporter, de proposer un report modal, c'est le transport combiné. Alors, qu'est-ce que le transport combiné? C'est de ne pas réaliser l'entièreté du trajet en poids lourd ou par un autre mode de transport, mais de bien d'avoir les premiers kilomètres réalisés en poids lourd ou les derniers kilomètres. Et pour le reste, sur la partie plus longue distance et avec une plus grande massification, de pouvoir utiliser le mode ferroviaire, le mode fluvial ou le mode maritime pour d'autres problématiques. Globalement, ce type de plateforme intermodale n'existe pas sur notre territoire ligérien. Par contre, il en existe deux grandes plateformes dans le Rhône, le territoire voisin, avec le chantier de Vénissieux et le port Édouard Herriot. Donc, en l'absence de ce type de plateforme dans notre territoire, le bassin économique stéphanois et plus largement ligérien est dépendant de la qualité de service de ces plateformes intermodales et de la qualité d'accessibilité routière à ces sites intermodaux. Alors, ça ne répond pas à la question du trafic poids lourd dans notre territoire et des flux que l'on peut observer, mais c'est des services auxquels aujourd'hui les entreprises souhaitent accéder et qui aujourd'hui posent des problèmes d'accessibilité au départ et à l'arrivée du territoire ligérien. On a dressé un panorama assez synthétique pour essayer d'un peu de soulever tous ces enjeux en termes de transport de marchandises et des modes de transport. On n'a pas voulu rentrer dans le détail de tous ces chiffres, sauf à vous donner quelques grandes orientations. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que suite à des travaux qu'on a pu réaliser avec les partenaires tels que le pôle métropolitain en lien avec l'agence d'urbanisme de Lyon, notamment ces dernières années, qui est un sujet émergent, la connaissance des flux. On a pu faire un peu un panorama des données existantes et du manque d'informations sur un certain nombre de données et qui pourraient permettre de mieux comprendre les origines-destinations, notamment des flux de marchandises et du système logistique que l'on a dans nos territoires et le territoire métropolitain plus largement. Donc, on a pu observer quand même, par rapport à tout ce qu'on vous a dit, que dans le sud de Loire, le transport routier reste le mode principal de transport de marchandises et encore plus marqué que sur d'autres territoires où on a des alternatives très fortes qui sont proposées, mais que cependant, on a quand même le système ferroviaire qui existe, qui est utilisé de manière assez marginale, mais qui s'explique à la fois par la qualité des installations, la géolocalisation des entreprises, mais aussi par le volume de marchandises et de produits qui est produit localement. Que le transport combiné existe, mais qu'il est fortement dépendant de la qualité d'accessibilité routière, notamment dans le territoire rhodanien. Et que globalement, on a des zones d'activité qui sont localisées autour de Saint-Étienne et dans le Sud-Plaine, et qui, par rapport aux liens que l'on peut avoir avec les départements voisins, les régions voisines et les pays voisins, nécessitent quand même un trafic poids lourd qui n'a pas d'autre alternative au regard des origines-destinations et du peu que l'on peut connaître que de passer par la vallée du Gier et la 72 pour ce qui concerne le territoire du Sud-Plaine. Donc aujourd'hui, on a un véritable enjeu sur nos territoires d'amélioration de cette connaissance des flux que l'on porte et que l'on participe dans le cadre des réflexions, comme je disais, notamment portées par le pôle métropolitain, qui permettrait d'alimenter les réflexions locales pour les partenaires et les territoires, afin de mieux comprendre ces contraintes, de comprendre ces enjeux pour mieux avoir une correspondance entre les stratégies des politiques publiques par rapport à cette question large qu'est la logistique et les flux de marchandises. Je te redonne la main. Oui, alors maintenant, voilà, comme vous avez vu, il y a un certain nombre de données, mais on est toujours dans une absence un peu de connaissances très fines sur ces questions-là. Donc, grâce à la Maison du Transport, la FNTR 42, l'agence avait réussi l'année dernière à rencontrer un certain nombre de les logisticiens pour aller prendre un peu le pouls chez eux pour savoir comment ils ressentaient tout ça au niveau vraiment des acteurs. Donc là, il y a un certain nombre d'enseignements assez intéressants qui sont sortis. Le premier qu'on voit ici, c'est globalement, ils ne considèrent pas spécialement la région stéphanoise comme une terre enclavée, en tout cas pas tous. Certains des opérateurs de messagerie utilisent même des entrepôts dans la région stéphanoise pour faire des hubs internationaux, des hubs avec l'Espagne notamment.
Donc ça veut dire que toutes les marchandises qui rentrent en France pour ces transporteurs-là transitent par un entrepôt, enfin depuis l'Espagne, transitent par un entrepôt qui est situé à Saint-Étienne. Et s'ils l'ont mis ici, c'est bien qu'ils ont un certain intérêt à l'y mettre. On voit par contre aussi que toute cette logistique, en tout cas chez tous les gens qu'on a rencontrés, elle est vraiment dépendante de ce qu'on a appelé le cordon ombilical A47. Les accès par le nord, par la 89, ils restent presque marginaux dans le fonctionnement de ces entreprises-là. C'est bien par la 47, c'est bien vers la vallée du Rhône qu'ils veulent aller, et c'est bien par ici que passe la majorité de leurs camions. On a vu aussi avec eux que pour certains, cet A47 n'est pas forcément un problème. Pour d'autres, c'en est un. Ça dépend surtout de leur mission, hein. Les entreprises, notamment de messagerie, de livraison de colis, etc., sont très peu embêtés par la 47 parce qu'en général, ils circulent hors des heures de pointe, hein, plutôt la nuit, en soirée ou très tôt le matin. Pour d'autres, par contre, c'est un vrai souci puisqu'ils subissent toute la congestion. On a vu aussi à ce propos-là que pour beaucoup, parce qu'on peut aussi critiquer ça de la logistique, dire, tout à l'heure je ne vous l'ai pas dit, mais sur la 47, on a à peu près 30% des poids lourds qui circulent pendant l'heure de pointe du matin. Donc on pourrait se dire, mais pourquoi ils circulent à ce moment-là et pas ailleurs, et pas à un autre moment? Ça permettrait toujours de fluidifier un peu le trafic des véhicules légers. Ces logisticiens, ils nous ont dit, mais nous, on n'a pas le choix en fait, hein. Quand on transporte des marchandises, c'est pour les livrer. Et quand on les livre, c'est quand les commerces sont ouverts, c'est quand les entreprises sont ouvertes. Les entreprises, elles commencent à accepter les marchandises à partir de 8 heures du matin. Souvent, les chantiers, à 10 heures du matin, on ne peut plus livrer les marchandises. Les commerces, c'est pareil. Après 9 heures, on ne peut plus livrer. Donc, ils sont dans l'heure de pointe, mais parce que c'est aussi leur heure de pointe, c'est leur nécessité. On a vu aussi lors de ces entretiens que c'était un besoin d'avoir des relais logistiques locaux. Pour des opérateurs de messagerie, pour des opérateurs de colis, pour toutes ces choses-là, il n'est pas viable économiquement d'envisager une desserte des habitants, des commerces, des entreprises du bassin de vie stéphanois en partant de grands entrepôts qui seraient situés dans la région lyonnaise, par exemple. Ça serait tout simplement économiquement pas viable pour eux. Donc, ils ont besoin d'avoir des relais locaux pour faire repartir des camions plus petits depuis le local sur un bassin de vie comme le bassin stéphanois. D'ailleurs, souvent, ceux qu'on a vus ont même des opérations avec deux types de relais, un relais local sur le bassin stéphanois et un relais plutôt sur le Rouennais. Certains même ont même des relais intermédiaires au centre du département. Voilà, ils cherchent vraiment à faire ils ont vraiment besoin de ça pour que leur système économique soit viable. Ce qu'on a vu aussi avec tous ces gens-là, c'est que, en particulier pour tous les livreurs, hein, mais pas forcément que, le dernier kilomètre est quasiment toujours un problème. L'accès au centre-ville est compliqué, l'accès par moment à certaines zones économiques peut être compliqué. On a souvent des livraisons, justement, ce que je vous disais, qui se font aux heures de pointe, donc il faut rentrer dans les zones économiques, il faut rentrer dans les centres-villes en plein dans les heures de pointe, ce qui est encore plus compliqué. On a des problèmes de stationnement dans les centres-villes, on n'a pas toujours la possibilité de se livrer, se poser immédiatement à côté de l'endroit où on livre. Alors, quand on livre des colis pour des particuliers, c'est peut-être pas forcément compliqué, mais il y a aussi beaucoup de logisticiens qui apportent des palettes complètes dans des commerces de centre-ville, etc. Et transporter une palette sur 200 mètres, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement facile. Et puis, il y a aussi la situation un peu plus récente peut-être, qui est la multiplicité des livreurs. C'est-à-dire qu'ils sont aussi de plus en plus nombreux. Il y a de plus en plus de camionnettes différentes et même si par moment il y a des emplacements de livraison, il y a aussi ce conflit entre eux en fait, hein. C'est qu'ils se marchent dessus dans cette logique-là. Alors voilà, sur cette question donc, du dernier kilomètre, on voit qu'on est vraiment dans quelque chose d'assez complexe à gérer, hein, parce que d'un côté, on a une demande qui explose, de plus en plus de livraisons. D'un autre côté, on cherche à apaiser les centres-villes, on cherche à rendre un peu plus de place aux piétons, et on voit bien qu'on est dans des conflits d'usage assez compliqués à gérer. Sur ce point-là, on peut juste faire une petite aparté, c'est que la région stéphanoise, elle a quand même été souvent un peu
à la pointe dans des expérimentations sur cette question du dernier kilomètre. Juste pour rappel, comme ça, il y a plus de 10 ans, il y avait une société qui était partie d'une start-up qui faisait de la livraison de colis à vélo sur la région stéphanoise. À l'époque, il ne devait pas y en avoir beaucoup qui faisaient ça, surtout dans des villes de la taille de Saint-Étienne. Ça a été aussi un territoire où a été expérimenté un centre de logistique urbaine où les colis des transporteurs étaient regroupés, les colis de plusieurs transporteurs, puis chargés dans des petits camions électriques qui allaient faire les livraisons dans le centre-ville de Saint-Étienne. Ça a aussi été le seul territoire de France, voire même d'Europe, dans lequel la logique du tram fret a été expérimentée réellement in situ avec donc le tram fret. C'est la logique de livrer des palettes avec un tram qui est inclus dans la circulation des trams passagers. Donc c'est quelque chose qui a été aussi expérimenté. Malheureusement, aucune de ces expérimentations n'a trouvé de viabilité économique. Jamais on a réussi à faire en sorte que les privés s'en emparent réellement, que ces choses-là puissent vivre sans un fort appui de la puissance publique. Et la puissance publique a aidé un certain nombre de choses, à pousser, mais n'a pas jamais voulu assumer à elle seule le coût de ces choses-là. Donc voilà pour ces différents éléments, on va dire, de la situation actuelle. On voulait quand même essayer, alors sans que ce soit vraiment un vrai exercice de prospective aboutie, mais d'essayer d'envisager un peu l'avenir. Alors l'avenir, d'abord, dans l'avenir, il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui émergent de la volonté législative, on va dire. La loi climat et résilience a 2 articles qui parlent plus ou moins de ces questions du marchandise, des marchandises et du transport de marchandises, avec des volontés d'abord de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de toute cette chaîne logistique, avec des possibilités dans l'article 30 de faire évoluer la fiscalité sur le gasoil, avec la fin du remboursement pour les transporteurs d'ici 2030. Les possibilités aussi dans l'article 32 pour les régions de mettre en place des contributions spécifiques sur les véhicules de transport de marchandises. Peut-être au niveau départemental, voilà, des possibilités d'écotaxe poids lourds qui pourraient être mises en place au niveau local aussi. Et puis aussi, j'ai vu que la question était déjà passée dans le chat. Alors c'est pas la loi climat et résilience, mais les questions des ZFE, des zones à faible émission, et toutes ces choses-là qui complexifient aussi potentiellement, en particulier ce dernier kilomètre, mais pas que ce dernier kilomètre, qui demande à toute cette chaîne logistique d'être économe quelque part, et on ne sait pas trop forcément encore comment aujourd'hui. Pourtant, face à ces volontés législatives, on a un certain nombre d'autres signaux. Alors, on peut continuer à parler des signaux classiques, l'augmentation du trafic Internet, du commerce international, qui forcément, si on achète de plus en plus loin, on transporte de plus en plus. Donc, à un moment ou à un autre, ça fait des camions potentiellement en plus. Voilà, on peut parler de la reprise économique, donc plus de production égale potentiellement plus de transport derrière, plus d'acheminement. On peut aussi parler de toutes les logiques de seconde vie des objets, de recyclage, de plus en plus prendre en compte tout ça. Ça a aussi un impact, hein, puisque c'est moins coûteux en termes de logistique de tout emmener dans un centre d'enfouissement dans la vallée de l'Andenne que de tout trier, de renvoyer tel type de plastique dans telle usine quelque part en France, tel type de produit ailleurs, etc. Tout ça, c'est aussi des choses qui potentiellement peuvent multiplier les flux d'objets. Ici, alors on va pas rentrer dans le détail de cette étude. C'est une étude qui a été menée par le réseau des agences d'urbanisme Urbac 4 et le bureau d'études AID pour le compte de l'Adréal sur les questions d'évolution du e-commerce à l'objectif 2025, enfin à l'horizon 2025 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on ne va pas rentrer dans tout le détail de cette étude qui vous sera présentée normalement dans un des prochains webinaires de l'agence qui devrait avoir lieu le 1er mars, si je ne me trompe pas, je ne l'ai plus sous les yeux, mais normalement c'est ça. Juste
pour ce qui nous intéresse ici, c'est la question des colis. Si on parle du e-commerce, on sait qu'on parle de colis derrière. Cette étude, elle est aboutie à 3 scénarios. Un scénario relativement peu probable où le e-commerce gagnerait à peu près 2 points de part de marché. C'est à peu près l'évolution tendancielle qu'il a connue sur les 10 dernières années, voilà, qui serait reproduit jusqu'à 2025. Un scénario jugé beaucoup plus probable qui viserait qu'en 2025, la part de marché du e-commerce a gagné 4 points. Et puis un scénario moins probable qui dirait vraiment on grimperait jusqu'à 10 points de croissance. Ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est à peu près ce qu'a déduit cette étude, c'est que chaque fois que le e-commerce gagne un point, on multiplie par 2 le nombre de colis livrés. Voilà. Donc le scénario le plus probable qui a été retenu, qui est de dire que le e-commerce va gagner à peu près 4 points d'ici 2025. Alors 2025, c'est demain, hein. C'est au niveau de la région, c'est plus 18 à plus 22 millions de colis livrés. Donc c'est vraiment quelque chose qui potentiellement a un impact extrêmement fort. Alors juste comme cette étude a été menée juste après le confinement, pendant la période du plus fort du confinement, on avait vu un gain de 8,5 points de la part de marché du e-commerce. Alors on était dans une situation particulière avec beaucoup de commerces fermés, etc. Mais tout ça pour dire que ce plus 4 points à horizon 2025, il est loin d'être quelque chose qui tombe de nulle part. Il est vraiment, c'est vraiment un minimum probable. Du coup, cette question des colis, ben, voilà, on voit bien tout ce qu'elle peut impacter. Et puis, ils ont aussi travaillé un peu sur ce que ça pourrait impacter vraiment sur cette chaîne de logistique. Alors, bien sûr, ben, plus de colis, plus de e-commerce, c'est plus de distance potentiellement parcourue par les marchandises. C'est aussi une démultiplication des véhicules, puisqu'il s'agit de livrer du colis la plupart du temps chez des ménages, donc plutôt des petits véhicules, mais qui vont se démultiplier. Si on multiplie à peu près par 4 le nombre de colis, on peut se faire à peu près une image de ce que c'est. C'est aussi des impacts sur les besoins fonciers et immobiliers des activités de logistique, puisque comme on a vu tout à l'heure, il faut des relais locaux. Donc ça veut dire que ces relais locaux, il va potentiellement falloir les héberger quelque part. L'étude montrait aussi que les logisticiens étaient plutôt dans une logique de multiplier des formats plus petits, plus renouvelés, plus complémentaires de ces relais logistiques locaux pour livrer des colis. Donc avec potentiellement une question qui peut se poser sur des grands entrepôts logistiques de première génération qui, dans les années à venir, seraient plus du tout adaptés à la situation et potentiellement abandonnés. Et à l'inverse, une demande de trouver des petites emprises, mais beaucoup plus réparties sur le territoire pour faire des mini-hubs sur le territoire pour aller ensuite faire les livraisons. Et puis, bien sûr, la question de l'accentuation, on a vu tout à l'heure, déjà aujourd'hui, le dernier kilomètre pose question, on a déjà des conflits d'usage. On peut bien comprendre que s'il faut multiplier par 4 le nombre de livreurs présents tous les matins dans les centres-villes, ça peut potentiellement encore poser un certain nombre de questions à l'avenir. Voilà, donc tout ça pour dire que cette question du dernier kilomètre reste extrêmement prégnante et elle va se poser encore plus. Voilà, donc toutes ces réflexions nous amènent bien sûr à ce qu'on voit ici sur la diapositive, c'est est-ce qu'il faut d'abord questionner le monde de consommation individuelle, hein, on refait la boucle par rapport à la diapositive d'introduction. Voilà, on veut pas voir les camions, on veut pas voir les entrepôts de logistique, on veut pas voir tout ça. Et en même temps, quand on commande quelque chose sur un site de e-commerce le lundi soir, on aimerait bien qu'il soit livré dès le mardi matin ou au plus tard le mercredi matin. Donc ça pose bien sûr des questions individuelles, mais il faut quand même rester là-dessus. Les besoins individuels peuvent évoluer, ils peuvent se remettre en cause. C'est pas une évolution de ces besoins-là. Enfin, on est dans un système qui est en marche déjà sur cette question, notamment du e-commerce.
même si certains se raisonnent, ça ne changera pas tout. Il y a quand même une vraie question d'avenir pour les territoires. Les collectivités, les politiques, ils doivent d'abord prendre conscience de cette nécessité de la logistique, d'abord prendre conscience de ce qu'elle peut devenir avec ces évolutions, notamment du e-commerce. Et ce n'est pas la prise de conscience individuelle qui fera que demain, les camions ne circuleront plus sur nos autoroutes. Voilà. Faut savoir que de toute façon, les logisticiens ils répondront à la demande. Hein. S'ils ont des colis à livrer, ils les livreront. Ils s'implanteront comme ils peuvent, où ils peuvent, mais ils le feront parce que pour eux, c'est leur métier et qu'ils n'ont pas de raison de ne pas le faire. Voilà, on a fait le tour de cette présentation, donc juste pour vous signaler que l'Observatoire des mobilités, alors ex-Observatoire des déplacements, avait sorti une note sur cette question de la logistique l'année dernière, donc que vous pouvez aller retrouver sur le site de l'agence dans la rubrique publication et pur transport déplacement. On est bien sûr à votre disposition s'il y a des questions supplémentaires avec Daniel. Et puis, juste pour vous dire que ces séances de webinaire de l'agence continuent pendant toute l'année. Et là, vous avez les prochains rendez-vous qui sont ici affichés. Donc, le prochain sera le 1er mars avec justement cette étude e-commerce qui sera présentée dans beaucoup plus de détails. Là, on s'est attaché uniquement à la question de la livraison des colis, mais il y a aussi bien sûr des impacts sur les surfaces commerciales et toutes ces choses-là, donc qui vous seront présentés le 1er mars. Puis ensuite le 8 mars avec des questions autour des marchés fonciers, et le 12 avril avec des questions sur la méthodologie des toiles industrielles. Voilà. Donc, je ne sais pas trop s'il y a eu des questions. J'en ai vu passer une sur la ZFE, Daniel, si tu veux peut-être dire 2 mots. Après, j'ai pas vu beaucoup d'autres questions. Oui, par rapport à la ZFE, donc on n'a pas prévu effectivement d'en parler plus spécifiquement que ça, mais à noter quand même, et puis vous avez dû le voir pour localement, les panneaux, enfin Saint-Étienne Métropole a installé les panneaux de la zone à faible émission. Et donc du coup, il y a une réglementation qui se met en place sur l'accès à la ville de Saint-Étienne dans un périmètre qui se situe qui est défini par l'intérieur d'un triangle A72, RN88 Sud et RD201 qui est à l'ouest de Saint-Étienne. De mémoire, la réglementation porte sur les véhicules immatriculés avant 2001 pour les poids lourds. Et donc, dans un premier temps, il y a beaucoup de sensibilisation qui va être réalisée auprès des professionnels, puisque ça s'applique aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers. Mais à savoir quand même que Saint-Étienne Métropole travaille avec les professionnels depuis 1 ou 2 ans sur la mise en place de cette ZFEM. Par la suite, cette ZFEM va évoluer en fonction des orientations et des besoins locaux. Voilà. Je vois pas d'autres questions dans le chat, donc bon, si tout le monde a eu ici des informations qu'il souhaitait, on va s'arrêter là. Daniel et moi-même sont à votre disposition. Hein, si vous avez des questions supplémentaires, par email, vous pouvez trouver tous nos contacts sur le site de l'agence. Donc, n'hésitez pas. On va conclure ici. Alors, merci à tous pour votre participation. Et puis, au 1er mars, ça ne sera pas moi qui serai à la manœuvre, mais au 1er mars pour la suite des webinaires de l'agence d'urbanisme. Au revoir.